Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 23e épisode de la saison 7 de Vue du banc. Un épisode enregistré à chaud, il est actuellement 23h24. Le Barça vient d'être battu 4-1 à domicile par le Paris Saint-Germain. Il y a eu également une victoire de Liverpool sur le terrain de Leipzig à l'extérieur, parce que ça ne se jouait pas en Allemagne, mais on en parlera dans un prochain épisode. Sur celui-ci, on va se concentrer sur la victoire parisienne. Pour m'accompagner dans ce débrief, mes deux amis, Florent Tognuti de Chronique Tactique, de beaucoup d'autres choses, de Coparena. Salut Florent. En particulier, oui. Salut Christophe. Et l'ami Raphaël Cosmidis, le vagabond des internets, qui est un peu partout et qui est parfois, même souvent, à entraîner des jeunes au Red Star. Salut Raphaël. Salut Christophe, salut Florent. Alors, Raphaël, je vais commencer avec toi. Comment est-ce que tu veux introduire ce débrief? On a eu beaucoup de questions. Tu as lancé un tweet en forme d'appel aux questions qui a pas mal marché, donc je pense qu'il y aura pas mal de sujets à évoquer. Mais vraiment, là, si je te dis le match vient de se terminer, qu'est-ce que tu retiens en premier lieu? Je vais commencer cet épisode par faire un énorme mea culpa envers Florent, puisque ça fait plusieurs jours qu'on se chambre, gentiment bien sûr, toujours dans la bonne humeur, sur notre conversation de travail et d'amitié à la fois, parce qu'il disait que le PSG était favori et que j'étais pas du tout convaincu. Donc à chaque fois qu'on apprenait quelque chose sur le Paris ou qu'on voyait quelque chose de positif sur le Barça ces derniers jours, je lui disais alors, toujours favori Paris, toujours favori Paris. Et puis pendant le match, évidemment, ça s'est inversé. Donc voilà, il avait raison. Il y a eu un bel écart entre les deux équipes. Et c'est vrai qu'on est souvent d'accord en fait sur les choses, mais quand on n'est pas d'accord, il y a toujours un qui finit par avoir tort ou avoir raison. Et là, je suis l'idiot de l'histoire. Alors, merci pour ce petit passage idiot de l'histoire. Petit point feuille de match, fiche technique. Victoire 4-1, donc ouverture du score barcelonaise, Messi sur penalty à la 27e. Égalisation de Mbappé à la 32e, de Mbappé 65, Keane met le 3-1 à la 70e et le 4-1 à nouveau par Mbappé à la 85e. Les deux compos d'équipe. Côté barcelonais, Ter Stegen dans les buts, une défense à 4 de droite à gauche d'Est, Piqué, Langlais, Alba, un milieu de Jong, Busquets, Pedri et devant Dembélé, Messi et Griezmann. Du côté parisien, Navas dans les buts, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa derrière, Gay, Paredes, Verratti au milieu et Keane, Icardi, Mbappé devant. Florent, déjà petit point compo, petit point système. Donc là, je les ai décrites en 4-3-3, ces deux équipes. Qu'est-ce que tu peux dire vraiment sur le positionnement, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui, alors selon les équipes ça varie, mais qui peut pas mal évoluer selon les phases off, phases défensives, selon la volonté de certaines équipes. Qu'est-ce que vraiment sur cet aspect micro-tactique tu peux dire? Oui, on a eu un 4-3-3 des deux côtés. Il y avait beaucoup de débats autour du positionnement de Verratti qui était annoncé numéro 10, et en vérité on l'a eu dans sa zone quasiment habituelle, souvent à décrocher pour se retrouver à côté de Paredes et de Gay, que ce soit d'ailleurs avec et sans ballon. Sans ballon, il est parfois sorti à hauteur d'Icardi, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est un 4-3-3 beaucoup plus clair, beaucoup plus dessiné, avec Keane et Mbappé dans les demi-espaces pour cadrer le porteur qui pouvait s'avancer dans cet espace-là. Et ensuite, on avait la ligne de 3 un peu plus basse pour bloquer notamment Pedri, qui avait eu des ballons à exploiter dans le demi-espace gauche. Mais globalement, pas de surprise d'un côté comme de l'autre, quoi. La seule petite surprise peut-être à signaler côté PSG, mais on va, je pense, revenir plus en détail dessus après, c'est le positionnement de Mbappé, qui sur les derniers matchs de championnat, on l'avait vu pas mal sur l'extérieur, sur l'aile gauche. Et là, sur ce match, il a joué beaucoup plus intérieur, laissant justement le couloir à Kurzawa. Et Kurzawa qui s'est retrouvé justement décisif sur le premier but parisien, en étant à la retombée d'un premier renversement de jeu, parce qu'il y en aura un autre aussi un peu plus tard dans le match. Raphaël, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans ce qu'a fait Paris, soit sur le système, soit sur l'utilisation des joueurs, sachant que ce qu'on avait vu de Pochettino pour l'instant n'était, je pense, on est tous d'accord, pas ultra convaincant, et surtout n'allait pas forcément dans le sens de ce qui s'est passé ce soir. C'est-à-dire que, moi, l'impression que j'ai, c'est vraiment que c'est un match qui a été bien préparé sur le plan tactique, avec un plan de jeu très défini, mais qui n'est pas dans la lignée d'un projet de jeu que tu verrais se dessiner depuis plusieurs semaines. Non, rien qui m'a surpris, je suis assez d'accord avec toi. En fait, c'est-à-dire que c'est pas dans la lignée de ce qui a été fait, mais c'est en même temps ce qu'on attendait de Pochettino.
et d'un changement de coach. C'est-à-dire qu'on attendait que cette équipe soit dans des performances collectives, que les attaquants soient impliqués dans la phase défensive, qu'il y ait un peu plus de cohérence dans ce que tu fais offensivement, et que le jeu ne soit pas livré au pied des attaquants qui prennent des décisions uniquement à l'instinct. Et là, tu as un match où finalement les décisions sont prises beaucoup plus par les milieux de terrain parisiens que par les attaquants, où Mbappé va être un exécutant, un très bon exécutant, et d'ailleurs qui a été fort dans tous les domaines, mais c'est le match de Paredes-Verratti, ce match-là. Et ça fait très longtemps que le PSG n'avait pas appartenu à ces milieux, peut-être depuis la fin de l'époque Laurent Blanc ou la première saison d'Unai Emery, et je trouve que c'est bien parce que c'est dans la tradition des belles performances européennes du PSG qatari. Et si on garde les belles performances du PSG qatari en Coupe d'Europe, il y a évidemment la victoire contre le Barça d'Unai Emery, il y a la qualification à Chelsea alors que tu es à 10 contre 11, et à chaque fois c'est une équipe qui était dirigée par ses milieux, parce que à Chelsea c'est Ibra qui est sorti sur carton rouge, si je ne m'abuse. Le PSG est à 10 derrière, et il y a Verratti, Mota, Matuidi, Pastore qui jouent ensemble. Et c'est grâce à ça que tu vas contrôler le match, même en infériorité numérique. Et c'est pareil quand tu joues le Barça il y a 4 ans déjà avec Unai Emery. Le match aller, c'est le match du milieu tournant, notamment entre Rabiot et Verratti, qui ne sont ni 6 ni 8, et qui vont cesser de permuter. Ils vont jamais cesser de permuter pendant le match, et qui vont perturber les Barcelonais. Donc je trouve que c'est bien de voir ça, et ça faisait longtemps qu'on l'espérait, en fait, qu'on était plusieurs à espérer que ça retourne un peu dans les pieds de ces joueurs-là. Et peut-être que c'est dans la lignée, par contre, de ce que demande Pochettino à Verratti, d'être un peu le référent technique de cette équipe, plus que ne pouvaient l'être Neymar et Mbappé auparavant. Alors là, tu avais à la fois le malheur et la chance que Neymar soit pas là. Malheur parce que ça t'enlève des possibilités, chance parce que du coup, tu as une raison de plus de donner les clés à Verratti. Mais là-dessus, très satisfait. Florent, avant d'entrer dans le détail notamment des individualités, donc Raphaël l'a rappelé en début d'émission, tu étais assez pessimiste pour le Barça, que tu voyais relativement faible sur pas mal de secteurs. Est-ce que les faiblesses barcelonaises se sont confirmées pile là où tu les attendais, ou est-ce que tu as vu d'autres choses qui n'étaient pas forcément mises en valeur par certains adversaires être vraiment révélées ce soir? Bah, à vrai dire, il y avait les deux gros points sur lesquels je voyais le Barça très faible. C'était d'abord les transitions défensives. Et finalement, je me suis dit pendant la majeure partie du match, sauf à la fin où ils finissent par prendre une transition, mais bon, t'es à 3-1, t'essaies de pousser pour revenir, tu prends une transition à la 85e. Je pensais que le Barça souffrirait plus tôt sur ces séquences-là. Même si c'est vrai qu'au bout de 50 secondes de jeu, il y a un premier ballon en profondeur avec le PSG qui se sort de la pression. Et il me semble que c'est Paredes qui lance Mbappé en profondeur, je sais plus. Mais dès la première minute de jeu... C'est Verratti. C'est Verratti ? Ouais. D'accord. Bon, ben Verratti. Mais en gros, mes deux inquiétudes pour le Barça, c'était ça. C'était leur capacité à presser à la perte le PSG pour éviter d'encaisser des transitions. En l'occurrence, Paris a été très fort sous pression dans ses 30 mètres. À part une perte de balle de Gay en début de match sur un pressing de Pedri, j'ai pas retenu d'autres pertes de balles très dangereuses des Parisiens, même s'il y a Navas qui fait... Oui. qui fait n'importe quoi en fin de match face à Griezmann. Et l'autre vrai problème, en fait, pour moi, c'était leur vrai souci à résister à des temps faibles. C'est-à-dire que si Pedri et De Jong ne défendent pas en avançant, cette équipe-là n'a aucun moyen de récupérer un ballon. Autre qu'attendre la faute de l'adversaire ou la prise de risque qui ne passe pas. Et ça, pour moi, c'était vraiment problématique. Et je l'avais vu... Enfin, c'était remarquable sur le match face au FC Séville. Une fois que Séville mettait le Barça dans son camp, le Barça le Barça ne donnait l'impression que de patienter en attendant de pouvoir récupérer le ballon, plutôt que d'être actif et d'amener le Barça dans une zone qui allait lui permettre de le récupérer. Et ça, je me disais que face au PSG, qui peut garder la balle, qui a déjà montré sous Tuchel notamment, qui avait fait d'excellents matchs de gestion, où ils prenaient vraiment leur temps avec le ballon, afin d'éviter justement les pièges que pouvaient poser des adversaires comme Leipzig, comme l'Atalanta. Donc de garder la balle. Et c'est surtout sur ces points-là que je me disais que le Barça allait avoir du mal. Et en l'occurrence, voir Paris faire des longs temps de jeu, de possession dans le deuxième tiers du terrain pour faire tourner un petit peu la balle. Et accélérer d'un coup avec un renversement sur Kurzawa sur le premier but, sur Florenzi sur le deuxième. C'était un petit peu ce que je craignais en effet. Mais d'un autre côté, je pensais vraiment qu'ils souffriraient plus sur les transitions. Je les ai mis à part en fin de match, je pensais qu'ils en encaisseraient plus, quoi.
Ouais, Raphaël, c'est ça que je trouve assez paradoxal, c'est-à-dire que sur le moment, alors je vais pas dire que je m'énervais, mais je comprenais pas trop pourquoi Paris ne jouait pas forcément les transitions. Alors il y a pas eu des milliers d'opportunités, mais j'en ai une ou deux en tête, notamment de Kurzawa qui peut attaquer l'espace. D'ailleurs, je crois que Pochettino lui gueule dessus immédiatement. Finalement, il attend, l'adversaire se replace et puis il la met en retrait, sinon finalement ça devient une attaque placée. C'est vrai que la première mi-temps, j'ai trouvé qu'elle se jouait sur une intensité assez faible et que c'était beaucoup d'attaques demi-terrain où on attaque un petit peu chacun son tour. Et je me disais, oui, bon, est-ce que c'est vraiment... Enfin, ça ressemblait pour moi à une opportunité manquée d'attaquer le Barça sur ces faiblesses-là. Et finalement, alors peut-être que tu aurais gagné quand même en les jouant, hein, mais le fait d'être un petit peu plus patient, bah, j'ai l'impression que tu as pu aussi fatiguer le Barça et montrer des faiblesses sur défense placée de cette équipe qui finalement, voilà, tu t'es créé des occasions de manière différente, mais peut-être que tu as concédé moins aussi parce que du coup tu avais des longues phases où tu pouvais récupérer, ce qui peut aussi être bien pour gérer les physiques. Et ça t'a permis de voir, on va dire, un Verratti par exemple à la construction plutôt que des courses de Mbappé dans la profondeur. Ouais, après, je trouve que Paris, que ce soit sur attaque placée ou transition, a été meilleur que le Barça, de toute façon. Mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que là, je suis tombé sur une discussion. On entendait très bien les joueurs parler sur le terrain. Hein. Alors souvent, on entend bien les coachs, mais là, on entendait beaucoup les joueurs. Je pense que les micros devaient être bien placés sur le terrain, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et il y a un extrait qui arrête pas de ressortir, là, c'est celui où Piqué dit à Griezmann, je traduis grossièrement, il dit « On n'a aucune possession longue, on n'a jamais de grosses possessions, on court comme des dingues, faut qu'on arrête de faire ça. » Et bah, finalement, c'est ce qui va leur coûter, surtout en deuxième période. C'est que dans ce match-là où il y avait des opportunités à la récupération d'aller vite vers l'avant, bah, le PSG avait beaucoup plus d'armes, et notamment Mbappé et Keane, que tu peux inclure dedans, alors que le Barça n'en avait pas en fait. Et ça, c'est un problème. Mais enfin, Flo, c'est un truc qu'on dit depuis. J'ai l'impression qu'en 2017, on disait exactement la même chose. Quand Suarez commençait à décliner un peu, que Messi ne pouvait pas presser beaucoup, que ça défendait vraiment sans presser. La défense adverse parce que le premier rideau travaillait pas, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'armes en transition à la récup, et c'est pareil, tu fais le même constat aujourd'hui, et pourtant alors qu'il y a eu 2-3 coachs qui se sont succédés et beaucoup de joueurs. Bah, de toute façon, quand tu vois aujourd'hui le Barça, en effet, son vrai problème, mais tu peux même remonter jusqu'à 2015 et et leur dernière Ligue des Champions, ils la gagnent. Pourquoi ? Parce que à l'époque, bon, t'as la très bonne équipe déjà qui surfe encore un petit peu sur les restes de 2010, mais ce que fait Luis Enrique de cette équipe, c'est qu'il en fait une équipe absolument injouable sur transition. À l'époque, le Barça était la meilleure équipe de transition au monde. Avec il suffisait des trois de devant et puis il faisait quasiment les différences à eux tout seuls. Et en effet, à partir du moment où t'as Suarez qui décline, le Barça n'a jamais réussi à relancer quelque chose de fiable, de viable sur les transitions. Or, c'est vrai que les dernières équipes qui sont allées loin en Ligue des Champions maîtrisaient particulièrement ce domaine-là du jeu. Les derniers en date, la dernière équipe en date, ça reste Liverpool. Et voire même le PSG le PSG la saison dernière. Enfin bref, c'est une des clés pour aller loin en Ligue des Champions. Et c'est vrai que le Barça, même dans les matchs où où ils ont encaissé des remontadas contre la Roma, contre Liverpool, à chaque fois ils devaient faire face à un adversaire qui osait mettre une ligne haute défensive, notamment la Roma qui avait fait un pressing très très haut à domicile pour ennuyer le Barça. Mais à partir du moment où t'as aucune menace dans la profondeur, où t'as pas un joueur comme Mbappé par exemple dans ton effectif pour attaquer la profondeur, forcément l'adversaire il va mettre cette ligne haute et il va pouvoir te presser et il va pouvoir te mettre en grosse difficulté si son pressing est efficace, puisque de toute façon tu ne le menaces pas dans l'autre sens. Et c'est vrai que ce Barça là a ce souci qui n'a pas été réglé avec tous les transferts. Griezmann n'a pas amélioré ça. Dembélé n'a aucun jeu sans ballon, et je pense que Christophe en fera assez sur Dembélé un peu plus tard, donc je vais pas en rajouter sur lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, tu mettrais un Messi avec deux joueurs vraiment attirés par la profondeur, ça suffirait peut-être pour animer le Barça et rendre l'équipe beaucoup plus dangereuse sur les transitions. À une époque, il y avait la connexion Messi-Alba. Mais Ouais, après Alba il part de très bas quand tu défends bas. Il part de très bas, mais c'était lui qui prenait parfois la profondeur au moins sur contre-bloc médian ou attaque placée. Et si on continue sur ce thème-là, je pense qu'elle a été tentée plusieurs fois et à chaque fois Florenzi était là parce que c'est en fait tout le monde la connaît celle-là. Et là, ce qui est frappant, c'est que sur ce match-là, quasiment le seul joueur qui attaque la profondeur côté Barcelone, c'est quand même De Jong.
quand il va chercher le penalty. Et qui avait fait quelques courses en début de match de ce genre-là, déjà, dans la même zone en plus entre Kimpembe et Kurzawa. Donc ils avaient été prévenus, ils se sont fait avoir. Heureusement pour Paris, ça n'a pas été suffisant pour Barcelone. Mais c'est quand même assez ennuyeux de voir que le seul joueur qui semble attiré par la profondeur dans cette équipe, c'est finalement le dépositaire du jeu au milieu de terrain aussi. Ouais, et c'est vrai qu'Alba a fait quelques courses en tout début de match, j'ai souvenir, je me dis face à Florenzi va sans doute vivre des moments compliqués, et puis en fait non, on l'a plus vu. Ce qui m'amène à une question, je vais lancer Raphaël du coup, parce que c'est vrai qu'on a tellement parlé, c'est tellement documenté à la limite cette faiblesse du Barça sur la prise de profondeur, que du coup on se dit bon, là-dessus je pense qu'on n'apportera rien à rester 10 minutes là-dessus. Par contre, ce Barça-là essaye du coup de faire autrement, et notamment de construire son jeu au sol, alors même s'il y a des projections, etc. Il y a Rad de Jong, même si c'est encore une fois plus souvent avec ballon que sans ballon, mais en alignant Pedri, Busquets, de Jong, t'as quand même cette volonté de t'éloigner un petit peu des profils Poligno, Rakitic, alors sans vouloir qu'on mette les deux exactement au même niveau, mais voilà, remettre des manieurs de ballon plus que des joueurs ayant un énorme volume de jeu. Et finalement, il n'y a pas eu d'énorme créativité, voire pas du tout de la part du Barça dans cet entrejeu. Raphaël, qu'est-ce qui fait que Paris a pu résister? Et finalement, quand le Barça avait le ballon, il se passait pas grand-chose. On peut inclure Messi là-dedans, qui ne fait aucun tir, hormis son coup franc et son penalty, aucun tir dans le jeu, qui a pas mal évolué en marge du jeu. Et finalement, alors c'est une chose de priver le Barça de ballon, c'en est une autre que quand le Barça il l'a, il se passe aussi peu de choses finalement. Mais en plus, c'est paradoxal parce que je trouve que sur une de leurs premières séquences de possession dans le camp adverse, ils ont été bons, notamment avec un Messi qui décroche et un Pedri qui prend un peu sa place dans le demi-espace gauche et qui est trouvé dans le dos de Gay, et c'est lui qui lance Griezmann pour la première occasion du Barça. Je sais pas si vous voyez l'action, et je me suis dit, s'ils refont ça va être dangereux parce que Gay a tendance à sortir sur le porteur parce que c'est un des joueurs qui peut lancer une récupération de Paris et pourquoi pas une transition, donc c'est logique qu'il soit dans cette agressivité là, et de toute façon il défend principalement comme ça. Et je me suis dit s'ils refont la même chose avec un duo Messi-Busquets qui va attirer Gay quelque part et trouver Pedri dans le dos pour ensuite lancer Griezmann, lancer Alba, trouver Dembélé à 1 contre 1, ça peut être intéressant. Et ils l'ont jamais refait. J'ai l'impression qu'après Pedri est très souvent sorti du bloc. L'impression que Messi a joué quasiment soit à hauteur des défenseurs centraux dans l'attente ou en dehors du bloc, qu'il a été trouvé vraiment très, très bas très souvent. Donc en fait je suis étonné que le Barça n'ait pas appuyé sur vraiment ce qui a été bien en début de match. Tu en parlais de Jordi Alba aussi dans le dos de Florenzi, et on l'a vu que par les diagos de Messi, on l'a pas vu une seule fois au sol, ou avec une passe un peu plus verticale et qui vient pas du côté opposé. Et j'ai l'impression qu'ils sont vite sortis de ce qui pouvait marcher. Et ça, je saurais pas l'expliquer, à part le fait que comme tu presses pas, tu récupères pas les ballons, et t'as pas tellement de possibilités en fait de l'avoir et de créer des opportunités. Je serais curieux de connaître la possession de balle jusqu'à ce que le PSG mène au score. À mon avis, comme ça au nez, je dirais 55-45 pour Paris. Quelque chose comme ça. J'ai l'impression que les séquences de possession de Paris duraient plus longtemps que le Barça et surtout étaient moins mis en danger que l'inverse. Alors du coup il n'y a pas eu de cas gay du côté du Barça où tu t'es dit peut-être qu'il va sortir avant la mi-temps. Mais ça a été une donnée aussi. Et je sais pas, c'est assez curieux. Je trouve que par exemple le match de Pedri est un peu bizarre. Il est trouvé au départ dans les bonnes zones et puis on le trouve plus du tout. Messi décroche très bas, pardon. Je sais pas, c'est vraiment, on revoyait les séquences du Barça qui posaient problème il y a 1 an et demi, 1 an, et qu'on pensait un peu résolu ces derniers temps avec les nouvelles responsabilités de Jong sans ballon, avec Pedri, avec Messi qui arrivait à se connecter à ces deux-là, avec un Griezmann qui s'intégrait, et en fait tout ça s'est un peu effondré face au PSG ce soir. Pour la possession, alors j'ai par mi-temps 51% pour le PSG en première, 48% en deuxième, ce qui donne 51-49 pour le Barça sur l'intégralité. Après c'est pas un découpage parfait puisque le but du 2-1 est à la 65e pour Paris. Après au 2-1, au but du 2-1, on est à 50,1 pour le Barça, 49,9 pour le PSG. Mais ça revient un petit peu à la question en fait, c'est pas forcément ce qu'a fait le Barça avec 50,1% de possession, c'est ce qu'a laissé faire le Barça au PSG avec 49,9%. Je pense, l'histoire du match. C'est-à-dire que Paris était beaucoup mieux armé pour résister à des temps de possession longs du Barça,
que ne l'était le Barça pour résister au PSG, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Raphaël, sur le fait de trouver Pedri entre les lignes en première mi-temps dans le demi-espace que devait garder Gay, je trouve qu'il y a quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Alors faudrait que je revoie exactement le match. Mais il me semble qu'il y a vraiment un ajustement intéressant côté parisien, c'est que en première mi-temps, ça ressemblait vraiment à une sorte de 4-4-2, 4-5-1 en phase défensive, selon la hauteur de Verratti, tout simplement. Soit il rentrait dans le milieu, soit il restait un peu plus haut à hauteur d'Icardi. Et j'ai eu l'impression en deuxième mi-temps de voir un PSG vraiment dans un 4-3-3 avec Kean et Mbappé dans les demi-espaces et ensuite Herrera, Paredes, Verratti qui formaient vraiment une ligne dans l'axe. Et le fait d'avoir ces deux joueurs quasiment dans le demi-espace sur des hauteurs différentes, exemple Kean, Herrera, ça permettait à Kean de cadrer un porteur qui pourrait s'avancer, tandis que Herrera restait sur Pedri, alors qu'en première mi-temps, Kean défendait plus côté, et du coup, Gay se retrouvait soit entre Pedri dans son dos, et le fait de sortir sur le porteur. D'où le fait d'avoir laissé parfois des espaces, je pense, au milieu du Barça. Florent, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que finalement ce qui raconte le plus ce match, c'est ce qu'a fait Paris avec le ballon. Mais j'ai quand même envie de conclure un petit peu ce volet Barça avec ballon et donc Paris sans ballon. Parce que c'est vrai qu'en voyant la compo, on s'est posé la question de 7+3, des choses comme ça. Et c'est vrai que Paris, elle peut avoir cette habitude d'être coupée en deux. Et quand en plus tu regardes les profils de certains joueurs, typiquement Paredes fait le job, mais c'est pas non plus la pointe basse la plus fiable du monde sans ballon. C'est-à-dire si tu lui laisses un peu trop de zone à couvrir, soit ça va être compliqué dans la mobilité, soit il va faire des fautes en se jetant un petit peu trop. Verratti peut avoir cette tendance à se jeter un petit peu. Enfin bref. Si en plus tu rajoutes les deux latéraux qui sont pas forcément les plus fiables, et finalement, alors ok, le Barça a des limites, mais malgré tout, Paris concède très peu, et je trouve ça assez intéressant pour la suite, parce que même face à les adversaires, enfin en gros je me dis, le Barça, alors peut-être avec Neymar, en tout cas le Paris avec Neymar, mais en tout cas le Paris de certaines saisons précédentes, même face à ce Barça-là, aurait pu concéder beaucoup plus de choses. Donc est-ce que pour toi c'est du boulot défensif de Kylian Mbappé ? Est-ce que c'est le fait que le Barça attaque tellement lentement que finalement tu peux jouer en bloc médian sans forcément avoir à défendre plus que ça, tu tiens juste ta position? Qu'est-ce qui fait que Paris donne l'impression d'être en bloc et pas coupé en deux? Déjà le fait que toute l'équipe était impliquée défensivement, c'est vrai que comme tu le disais, quand tu voyais la compo, tu pouvais imaginer 7+3, etc. Mais malgré tout, alors évidemment il y a le fait que le Barça n'attaquait pas en effet à un tempo très très élevé. Du coup, ça laissait le temps en fait aux attaquants de on va dire, la balle les dépassait un petit peu. Et tu sais, ils ont cette habitude où ils déconnectent une fois que la balle est passée à quitter leur zone. Mais là, il y avait ce côté, je vais quand même faire l'effort pour revenir. Et c'est vrai que plusieurs fois, Kean a plutôt bien bloqué son couloir côté Alba. Ça s'est plutôt bien passé, même s'il n'était pas forcément que face à Alba. C'était pas du 1 contre 1 évidemment. Mais c'est vrai que les deux plus inquiétants, à mes yeux, c'était Icardi et Mbappé. Et plusieurs fois, quand même, on a vu Icardi, tu sais, revenir dans la zone de Busquets, dans la zone de Jong, pour gratter des ballons, perturber la possession du Barça. Et il a dû en gratter quelques-uns, je pense, je saurais pas dire exactement combien. Mais je l'ai vu, tu vois, déjà, il termine le match avec 2 interceptions. Ce qui, à mon avis, est peut-être un record pour Icardi, cette saison. Même si je suis sans doute mauvaise langue quand je dis ça. Et Mbappé, sur son côté gauche, alors que on pouvait se poser la question de la titularisation de Dest côté Barça, en se disant est-ce que Koeman fait pas un pari, je vais mettre Dest et je vais essayer de forcer Mbappé à défendre. Bon, finalement Dest n'est quasiment pas monté, mais Mbappé a quand même défendu, puisque plusieurs fois on l'a vu revenir, défendre côté gauche, et aider Kurzawa face à Dembélé. Alors là aussi c'était pas à chaque fois, c'était ponctuel, mais ça a contribué, je pense, à renforcer la solidité défensive parisienne. Il a aussi une grosse interception, Flo, sur une transition pour le Barça où il revient et il chipe le ballon devant De Jong sur une réaction du Barça. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Mais et du coup, c'est des petits signes, qui permettent de voir que tout le monde a répondu présent côté parisien. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir du côté du PSG. Et ça a contribué à réduire justement les temps de possession. On parlait des longues possessions parisiennes, on parlait du fait que Piqué se plaignait que le Barça n'avait pas de longs temps de possession.
le fait de voir ces attaquants qui reviennent défendre, qui reviennent perturber les ballons quand ils reviennent dans les zones habituelles des plaques tournantes du Barça, eh ben ça a contribué à réduire le temps de possession du Barça, à équilibrer la possession. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à 50-50 de possession, avant il y avait gros avantage PSG. Raphaël et Dynasty nous pose une question. Je vais essayer de prendre quelques-unes des questions. On en a beaucoup, et notamment certaines qui recoupent des sujets qu'on a déjà évoqués. Nous demande si on peut accorder une allocation retraite à Busquets dès maintenant en le remerciant pour toutes ces belles années, parce que la comparaison avec Verratti dans sa zone lui a fait beaucoup de peine. Alors c'est vrai que c'est pas, il n'y a pas que ça sur ce match, mais alors qu'il n'y a pas non plus un écart d'âge immense entre les deux. Je pense que si tu inverses les deux, alors il y a bien sûr Mbappé que tu peux inverser avec des mecs d'en face, notamment Dembélé, mais je pense que déjà sur la physionomie, ça changerait pas mal de choses. Oui, non, sans doute, mais c'est pour ça que le Barça voulait Verratti en 2017. D'ailleurs, son ancien agent s'est confié à l'équipe tout récemment, donc il expliquait un peu l'échec de ce transfert, mais après je pense que tu inverses aussi la pression sur le porteur, et peut-être que c'est pas le même match, même si Verratti, pression ou pas, il s'en sort toujours, mais je te prends l'exemple de Paredes. Je pense que si tu inverses Paredes et Busquets, que tu mets Paredes dans cette équipe du Barça et Busquets dans cette équipe du PSG, peut-être qu'on dit la même chose de Busquets côté PSG et la même chose de Paredes côté Barça, parce qu'ils étaient dans des contextes très différents et Paredes s'était jamais mis sous pression. Donc je vais rester un peu sur Verratti, parce que c'est le thème de cette question, mais je pense que le contexte collectif est important. Et les connexions que tu as au milieu de terrain aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Busquets, dans ce milieu de terrain, personne n'est associé à lui. Puisque De Jong, maintenant, est un joueur qui joue un peu plus haut et qui propose des courses. Finalement, je ne suis pas sûr qu'il ait touché énormément de ballons sur cette rencontre. Ou en tout cas, pas énormément en combinant avec Busquets. Et Pedri joue entre les lignes. Donc tu as un Busquets qui est un peu plus bas, un peu seul, mais ici qui va parfois venir décrocher à côté de lui, mais t'as pas d'association comme il pouvait avoir au Barça avant avec Xavi, ou en sélection avec Xabi Alonso. Du côté de Paredes, tu avais quand même cette association avec Verratti. Et je pense que Verratti disait récemment que Paredes le rappelait un peu Mota sous certains aspects. Alors Paredes n'est pas du même niveau que le grand Mota qui, je pense, avait beaucoup plus de variété dans son jeu et pouvait alterner jeu court, jeu long mieux que Paredes ne le fait. Si Paredes a d'autres armes, notamment sur frappe lointaine ou corner ou coup franc lointain comme il l'a fait. Mais il y a quelque chose dans cette connexion Paredes-Verratti qui fait que le PSG a dominé largement au milieu de terrain et que sans pression sur le porteur, Paredes s'éclate et Verratti, même si tu arrives à y aller, à le suivre, il va s'en sortir. Donc je suis surpris que le Barça retourne en Ligue des Champions dans ses phases éliminatoires tout en continuant à ne pas avoir d'idée sur comment récupérer le ballon. Et c'est Flo qui le disait, je sais plus s'il le disait avant qu'on enregistre ou là, mais c'est étonnant de voir que finalement c'est un bloc médian. Ça pourquoi pas, parce que ton premier rideau est pas forcément fait pour presser, mais derrière, quels sont tes mécanismes de récupération? Où est-ce que tu veux orienter l'adversaire? Dans quelle zone tu veux le piéger? Vers lequel de tes joueurs tu veux les orienter pour récupérer le ballon? Ça, c'est des trucs auxquels le Barça ne répond pas depuis plusieurs années, et c'est pour ça que dès que le niveau s'élève un peu et qu'il y a des plans et des matchs où les coachs ont le temps de préparer une opposition, tu te fais... Alors là, c'est un peu ridiculisé, est un peu fort, parce qu'il y a peut-être certains moments du match où ça peut tourner différemment, mais ça fait combien d'échecs vraiment forts là, du Barça en quelques années? Il y a le 4-0 au Parc des Princes, il y a la défaite contre la Juve quelques semaines plus tard, il y a Liverpool, il y a la Roma, il y a encore ce soir, il y a le Bayern l'an dernier. Enfin, ça fait quand même beaucoup de fois que le Barça est collectivement indigne du niveau Ligue des Champions match éliminatoire. Et ça, c'est un vrai problème, et je pense que Busquets n'est qu'un symptôme finalement. Florent, un autre joueur dont on peut parler, c'est Kylian Mbappé qui met un triplé. Juste avant, pardon, je te coupe. Sur le volet Barça, je voulais ajouter une chose par rapport à ce que disait Raphaël sur leur difficulté défensive pour récupérer le ballon. Un chiffre, une stat que j'ai trouvé qui est sur WhoScored en termes de tacles tentés dans le match. Donc le Barça en a tenté 39 et les Barcelonais ont été dribblés 26 fois sur 39 tacles tentés. Alors que, donc, on est à un tiers de tacles réussis seulement, alors qu'en face, le PSG a tenté 27 tacles et on a réussi 18. Donc, le PSG a réussi 66%, 67% de ses tacles sur l'ensemble du match. T'as vu la stat de duel aérien, Flo, ou pas? Oui, 11-2, ouais, aussi, en faveur du PSG. Donc, voilà. Et en termes de dribble,
là aussi, Ouais. pour revenir à Mbappé, on est sur 35-18 en faveur du PSG. Sur les dribbles tentés, ce qui est déjà beaucoup, mais sur les dribbles réussis, on est à 26 sur 35 réussis pour le PSG. Et un PSG sans Neymar. Donc, faut imaginer ce qu'il aurait pu se passer si Neymar avait été là, sachant qu'il est en tête des dribbles tentés et réussis sur les 5 grands championnats cette saison. Et en face, le Barça est à 18 et 9 dribbles réussis, donc 50%, ce qui est pas ridicule, même si c'est pas dans leur standard habituel. Et ce soir, Messi, pour parler de lui un petit peu, est à 2 dribbles tentés et 2 dribbles réussis. Et dernière chose sur les dribbles, le joueur du Barça qui en a tenté le plus, c'est Trincao, qui est rentré en toute fin de partie à la 78e minute, et en 12 minutes il a tenté 5 dribbles et il en a réussi 4. Donc faut imaginer le score du Barça avant l'entrée de Trincao, et ça montre aussi leur limite en termes de capacité à changer de rythme et simplement à se montrer dangereux face à un PSG qui était regroupé et qui pouvait défendre, puisqu'en face il n'y avait pas forcément de danger à gérer. Incroyable prononciation de notre ami en portugais. J'osais rien dire. Déjà que quelqu'un, alors j'oublie son nom, je suis désolé, mais qui nous a, alors pas reproché, mais qui a signalé qu'on ne prononçait pas AO mais AN, en gros, sur les noms portugais, qui nous demandait si possible de faire un effort. Là, clairement, on est parti sur l'extrême inverse. En tout cas, Florent, la main est passée. La main est passée, malheureusement. C'est à Raphaël que je vais donc poser cette question sur Kylian Mbappé, avec cette transition. 9 dribbles réussis, pour reprendre les statistiques de Florent, et dont 9 dribbles réussis, 3 buts. Florent le disait aussi juste avant, une contribution défensive pas inutile, loin de là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors j'ai vu que Miguel Delaney de The Independent disait que en gros ça le sacrait comme meilleur joueur du monde et passe à son témoin, etc. C'est, je pense, très prématuré. N'empêche qu'il y a quand même un côté un peu symbolique de faire une telle performance dans un tel match, alors que ça faisait un petit moment maintenant qu'on attendait vraiment de le voir prendre à son compte une rencontre de ce niveau. Ouais, et puis en plus, il le fait avec tous les ingrédients qui, alors qu'à la fois ont toujours été là chez lui et ont fait son succès jusque-là, et en rajoutant ce qu'il ne faisait pas forcément, les efforts défensifs. Alors, il y a toujours ce truc il le fait quand il le faut, et c'était pareil sur le Final 8 où ils avaient notamment très bien pressé Leipzig, lui, Neymar et Di Maria. Mais là, vraiment, c'est un match total parce que, au-delà des buts, qui sont sur des finitions pas trop mal quand même, même si la première occasion, il rate sa prise de balle face à Ter Stegen, mais il a été fort sous pression, il a été fort dans le camp adverse en ayant éliminé dans un contre un plusieurs fois ses adversaires, comme tu l'as dit, 9 dribbles réussis, ça l'indique bien. Il a été fort quand il fallait temporiser un peu aussi, il l'a bien fait. Ça passe aussi pour Icardi en début de rencontre est vraiment juste et propre. Alors il est peut-être un peu trop levé, ce qui complique la finition pour Icardi, et c'est pour ça qu'il a peut-être du mal à enchaîner pied gauche, mais ça a été un match hyper complet, et en partant de cette aile gauche où il peut attaquer la profondeur, venir intérieur, et il peut aussi repiquer et aller percuter. Et ça c'est intéressant, et en même temps tu te demandes comment ça se déroule, comment ça s'organise quand Neymar revient, parce que là c'est vraiment sur un match qu'on le voit à ce niveau-là cette saison, mais on en revient à cette question, comment les associer tous les deux, tout en gardant la même implication défensive collective, et en permettant aux deux de s'exprimer enfin pas comme ils le voudraient, parce que quand ils s'expriment comme ils le voudraient, parfois c'est frustrant, mais comme il est le mieux pour le Paris Saint-Germain. Et là, le fait que Mbappé soit là et toute la liberté offensive dans ses choix, de venir intérieur, de coller le couloir, et surtout d'avoir cette moitié gauche de terrain où Neymar aime bien s'exprimer, ça lui a fait beaucoup de bien. Moi, je me rappelle de l'époque où Emery le mettait à droite sur son pied droit, et ça restait Mbappé, mais c'était compliqué. Là où on l'a vu en équipe de France, bon, c'était aussi à droite, mais c'était parce qu'il allait attaquer les espaces intérieurs, et que finalement c'était un attaquant axial qui faisait des courses d'attaquant axiaux, mais décalé de 20 mètres sur la droite. Et ça, c'était intéressant aussi. Donc non, franchement, top performance, parce qu'il y a tout dans sa perf. Il y a la finesse technique que parfois on ne voyait un peu moins, et notamment par rapport à son développement musculaire. Son premier but est assez exceptionnel sur ce plan-là. Donc il y a 4 occasions créées. Enfin, je pense que c'est sa meilleure performance européenne avec le PSG d'assez loin, et elle est à la bagarre avec ses meilleures performances monégasques, sachant qu'il avait là plus de responsabilités qu'à Monaco, parce qu'à Monaco, c'était pas lui qui amenait le ballon dans la surface ou qui allait éliminer en 1 contre 1, c'était d'autres, et il était là dans la profondeur. Là c'est encore plus complet. Florent, forcément, alors on est obligé de dire
tout ce qui est bon dans cette performance-là, mais on doit quand même se projeter parce que mine de rien, on n'est que sur un 8e de finale aller, que Neymar va revenir. Alors ça m'embête un petit peu de poser cette question-là, mais qu'est-ce qui, dans la perf de ce soir, peut être reproduit avec Neymar à ses côtés? Est-ce que c'est destiné à être un peu un truc hors du temps parce que c'est dans une configuration particulière? Ou alors, est-ce que on peut imaginer un Neymar qui soit aligné, par exemple, à la place d'Icardi en numéro 9, et globalement, qui est peut-être à les 5 ou 10% de responsabilité en moins, mais qui fasse le même type de performance? Parce que, en fait, comme Raphaël le disait, il évoluait un petit peu en périphérie du jeu à Monaco, et puis tu le voyais dans la zone de vérité, un peu comme Martial auparavant, il était très bon. Là, tu vois que finalement, tu peux faire reposer toute une partie du jeu sur lui, alors évidemment derrière Verratti, mais voilà, ça lui va bien d'être responsabilisé dans cette équipe. Or, tu mettras jamais totalement Neymar en périphérie. Du coup, comment est-ce qu'on peut imaginer la suite, sachant que là, c'est une forme d'acte de candidature de Mbappé qui derrière va dire, écoute, moi aussi, je peux être mis un peu au centre du projet et porter cette équipe. Bah, à vrai dire, là où il est intéressant, c'est que en se retrouvant ainsi en périphérie, il vient pas dans des zones où le PSG n'a pas besoin de lui en fait. Et c'est vrai que le Barça, c'est vrai qu'aujourd'hui, le PSG n'avait pas besoin de Neymar. D'ailleurs, ça s'est fini à 4-1. Mais tu vois, dans les zones où je vais y arriver, dans les zones où a été touché Icardi assez régulièrement, ce sont des zones où tu pouvais imaginer un Neymar en faux neuf qui décroche un peu, récupère la balle de haut jeu, parvient à se retourner, ce qu'on n'a pas forcément réussi à faire Icardi, et pourrait lancer des mecs comme Mbappé à gauche, comme Keane à droite, dans la profondeur. Et je pense que le chemin le plus logique, ce serait celui-là, pour garder cette menace dans la profondeur qu'a été Mbappé pendant tout le match, qui était intérieur sur les phases d'attaque placées pour laisser le couloir à Kurzawa, et qui était plus extérieur, un peu plus au large, pour être une menace sur les sorties de balles quand le Barça était un peu haut et qu'il fallait mettre en difficulté Dest. Et je pense que cette chose-là, Pochettino va essayer va vouloir la conserver. Et je pense en effet que par rapport à Icardi, au poids qu'il a sur le match, etc., on peut tout à fait imaginer un Neymar qui rentrerait dans cette position, qu'il a déjà occupé avec le PSG, notamment lors du Final 8. Et je me demande si c'est pas en effet la meilleure configuration possible, sachant que en phase défensive, il faudra que les deux continuent de participer autant. Et ça c'est pas gagné quand ils sont tous les deux sur le terrain. On l'a vu, il y a des chiffres qui vont dans ce sens-là, que les pressions du côté parisien sont vraiment en baisse quand Neymar et Mbappé sont sur le terrain. Maintenant, tu vois, là ce soir, on a salué tout à l'heure le fait que Mbappé était revenu défendre, qu'Icardi avait aussi fait le taf. Est-ce que si Neymar revient, il peut faire le taf comme Icardi l'a fait, et ensuite avec le ballon, les deux se débrouilleront un petit peu, mais je pense que oui, s'il y en a un des trois à faire sauter, je pense plus pour Icardi, ne serait-ce que pour garder Mbappé à gauche et mettre Neymar dans le cœur du jeu. Tu peux avoir la même question sur Di Maria et Keane à droite. Hein. C'est en termes d'implication défensive actuelle, parce que Di Maria était un gros bosseur, l'est plus forcément, et reste à savoir s'il peut l'être encore. Mais pareil, c'est par rapport à comment tu veux jouer aussi, Keane t'apporte pas mal dans le fait d'apporter de la profondeur, notamment quand Mbappé joue un peu plus bas, ou arrive à garder le ballon de haut jeu, un aspect sur lequel il a été très bon sur ce match-là, et notamment quand Paris récupérait assez bas, allait s'appuyer sur lui, et il arrivait à sortir de la pression, et pourquoi pas trouver un milieu face au jeu. Ça, c'est un truc qu'il a très bien fait. De toute façon, c'est une des clés de ce match-là aussi, c'est-à-dire que on n'est pas encore entré dans le détail sur l'intensité, mais les seuls moments où il y avait de l'intensité dans ce match, c'était au niveau du pressing à la perte, d'un côté comme de l'autre, surtout côté Barça, il n'avait que ça pour essayer de récupérer les ballons rapidement. Et c'est vrai que les Parisiens ont été très bons, et dès le début de match, tout à l'heure je parlais du seul échec peut-être, c'est celui de Gueye face à Pedri, qui perd un ballon dans son camp, qui fait faute derrière et qui prend son carton là-dessus d'ailleurs, il me semble, son premier carton jaune. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, dès les premières minutes de jeu, t'as vu des Parisiens qui réussissaient à sortir assez facilement de la pression, soit via Keane, soit via Mbappé en effet qui a gardé plusieurs ballons, soit Verratti, soit Paredes. Et ça, rien que ça, en imaginant un Neymar qui soit touché à la place d'Icardi, je suis sûr que Paris aurait pu faire beaucoup plus mal. Justement, on parlait des transitions. Si tu mets un Neymar à la place d'Icardi ce soir, je pense que Paris a des occasions en transition beaucoup plus rapidement. Après, t'as la question des choix de passe et de la façon de concevoir le jeu collectif
qui ne pose pas problème quand c'est Icardi qui dévie en une touche, et tu te demandes comment Neymar jouera les mêmes situations, tu vois. C'est ça mais si la déviation d'Icardi en une touche se transforme par Neymar qui se retourne et réussit à lancer en 2 touches de balle ou 3 en profondeur, je pense que tu gagnes au change. Oui, Ouais. ça c'est le scénario idéal, ça. Faut pas que ce soit 8 touches, évidemment. Raphaël, pour conclure sur ce sujet Mbappé, même si rien ne vous empêchera, c'est votre émission aussi d'y revenir par la suite. Philippe Etchamendi nous demande qui peut donner un argument pour justifier l'absence de Mingueza côté droit. Koeman s'est-il fait manger le cerveau par Piqué? On a aussi Alexis Boisselier qui nous dit est-ce que ce Barça qui était déséquilibré n'était pas l'adversaire parfait pour le PSG parce que les défenseurs étaient abandonnés? Et du coup, question qui en découle, à quel point le fait d'affronter Dest peut, on va dire, rendre Mbappé meilleur qu'il n'est véritablement sur ce match-là? Est-ce que pour toi, on met à peu près n'importe qui en face de lui, il se passe la même chose? Ou alors, il faut, pas enlever, mais voilà, c'est un peu comme la correction que tu fais sur certaines performances en Eredivisie. Il faut enlever 10% un petit peu de la perf de beaucoup d'offensifs parisiens parce qu'ils sont arrivés face à des joueurs qui étaient à court de rythme comme Dest ou Piqué ou un peu cramés. Alors déjà, petit moment de panique quand t'as dit Philippe Etche, parce que j'ai cru que t'allais finir par Philippe Etche Best, et qu'il allait me crier dessus, à me demander plus de peps dans mes interventions. J'ai vraiment eu très peur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent Philippe Etche quelque chose, qui n'est pas Best. Non mais, je sais pas, en fait, quel latéral droit du Barça aurait pu faire mieux que Dest, concrètement? Oui, c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire que Mingueza, c'est quand même un profil qui est à la fois un peu bâtard entre latéral et central, et sur son entrée, il n'est pas miraculeux face à Mbappé. Sergi Roberto, je sais même pas s'il est encore en vie en fait. Il est blessé, donc il est vivant, mais il est pas sur les terrains, quoi. Est-ce qu'il aurait fait mieux? Peut-être. Peut-être qu'il aurait défendu avec... alors pas beaucoup de mieux sur le plan athlétique, mais peut-être un peu plus de justesse et d'intelligence que Dest ne l'a fait, qui s'est fait avoir plusieurs fois. Mais voilà, à partir du moment où tu es en 1 contre 1 contre Mbappé et que tu regardes l'effectif du Barça, en fait il aurait fallu qu'Alba défende de l'autre côté. Il aurait au moins pu rivaliser sur la vitesse. Il l'a fait un peu contre Keane. Mais sinon, je vois pas qui aurait pu mieux défendre. La question que je me posais, notamment par rapport à ce qu'avait écrit Florent sur son analyse du Barça sur un média qui s'appelle Coparena. Vous avez peut-être entendu parler, c'était sur Araujo, qui a beaucoup de qualités athlétiques et techniques aussi, et qui aurait peut-être à la fois sur les coups de pied arrêtés et sur la gestion de la vitesse des attaquants parisiens mieux répondu que ne l'ont fait Langlais et Piqué dans leur forme actuelle. Ça, c'est un truc que je me pose, parce que par exemple, le moment où il n'y a pas but à la fin, mais où Mbappé dépasse Piqué, qui essaye de lui arracher le maillot, et qui après lance Icardi qui décale Moïse Kean. Est-ce que Araujo gère mieux cette situation que Piqué? Je sais pas. Mais en fait, il y a tellement d'écart entre les deux équipes, à la fois sur collectivement et sur certains secteurs du jeu, dans les individualités, que je vois pas quel mec du banc du Barça aurait fait mieux, tu vois. Ou quelle situation du Barça aurait été mieux. Il aurait vraiment fallu qu'il soit à 65-70% de possession, qu'ils mettent le PSG dans leur camp, comme ils l'ont fait un peu en fin de match, mais le score était déjà fait. Ou à 2-1, quand Pjanic rentre. À un moment, il y a une séquence où ils sont dans le camp adverse et ils arrivent à mettre le PSG vraiment sur leur surface. Et là, tu peux presser à la perte parce que les 2 lignes du PSG, les 3 lignes du PSG vont être écrasées, et que Mbappé est obligé soit d'être seul, soit de défendre très bas. Mais ils n'ont pas réussi à le faire finalement. Ils n'ont pas réussi à s'installer dans les 30 derniers mètres parisiens, à monter sur des longues séquences de possession comme l'a fait Piqué, et à agir sur le pressing à la perte. Et là, il faut qu'on reparle un peu de Verratti et Paredes. Parce que Paredes a été à la fois très bon dans l'interception, la lecture du jeu, et surtout la capacité à relancer proprement à la récup. Plusieurs fois, il a trouvé Keane, plusieurs fois, il a trouvé Icardi, plusieurs fois, il a trouvé Mbappé, plusieurs fois, il a trouvé Verratti à côté de lui aussi. Et Verratti a toujours réussi à temporiser, Mbappé aussi. C'est-à-dire qu'ils ont été très très bons dans ces séquences-là, sous pression, sur les 2-3 secondes de pressing à la perte barcelonais, alors qu'ils sont pas dignes du pressing à la perte du grand Barça ou des meilleures équipes de club, mais qui auraient pu donner quelques opportunités ou faire perdre des ballons à Paris. Et finalement, je pense qu'on peut ressortir, je sais pas, Flo, 10, 12 séquences, au moins sur le match, où le PSG casse le pressing à la perte du Barça. Oui. C'est un minimum, genre, je pense qu'il y en a eu plus, hein, mais il y en a eu beaucoup comme ça où finalement, alors soit ça a donné transition pour Paris, soit notamment sur les 45 premières minutes, ça a permis à Paris de relancer un temps de possession et justement d'équilibrer cette possession pour arriver au 50-50 à la mi-temps. Florent, c'est l'opportunité idéale pour parler de l'intensité,
puisque l'intensité du Barça passait par ce pressing à la perte, et c'est vrai que j'ai vu plus d'intention que de capacité à vraiment réduire le temps de réflexion et de passe quand le ballon était récupéré du côté parisien. Et on a vu sur Twitter notamment des commentaires de journalistes ou de spécialistes anglais, un type Michael Cox, disant que c'est un match avec beaucoup d'intensité, etc. On n'est aucun de trois l'a ressenti, et même dans les chiffres, je les ai tweetés, je les ai plus sous les yeux, mais je crois que c'est 103, 105, quelque chose comme ça. Ouais, c'était ça, ouais. Enfin voilà, beaucoup moins que la plupart des matchs de Bundesliga qui sont tous au-dessus des 110, 115 voire 120. Dortmund a fait 124 cette saison kilomètres. Alors c'est pas la seule variable, mais ça veut aussi dire quelque chose d'un match qui, alors je vais pas dire c'est joué au petit trot évidemment, mais qui était plus tendu entre guillemets avec l'enjeu, etc., qu'un truc vraiment très football 21e siècle, même deuxième, enfin voilà, dernière décennie où finalement ça court beaucoup, etc. Je vais faire le parallèle que je vous ai fait hors antenne, que certains de nos auditeurs n'ont pas forcément apprécié, parce que ça va parler un petit peu basket et NBA, mais ça me fait penser à... Alors Christophe, tu vas me dire si je me trompe, mais un affrontement entre les Spurs et les Grizzlies en 2014 à peu près. Peut-être un tout petit peu avant, mais oui, c'est ça, des matchs 85 et 90 où chacun attaque à son tour et où on va pas au rebond offensif pour resserrer les rangs en défense sur la possession suivante, ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était, pour poursuivre ce parallèle basket, c'était en attaque sur demi-terrain, d'un côté comme de l'autre. Il y a une tentative, une prise de risque, il y a une perte de balle. En basket, on va se bagarrer pour le rebond. Là, il y a un peu de pressing à la perte. Il y a une équipe qui récupère ou pas, et qui retente une attaque derrière. Et ensuite, une fois qu'on est sorti de la pression, de cette première zone de pression, tout le monde se replace et c'est au tour de l'adversaire d'attaquer et ainsi de suite. Et c'est vrai que ce match, ça a très souvent été ça, quoi. À partir du moment de toute façon où on a évoqué tout à l'heure le problème du Barça, c'est que s'ils ne pressent pas, s'ils défendent pas en avançant, ils savent pas comment défendre collectivement, ils savent pas comment attirer un adversaire dans une zone pour l'enfermer et récupérer le ballon. À partir du moment où t'as pas ça, c'est difficile de mettre de l'intensité quand tu défends. T'es en ligne, tout le monde est derrière la balle, enfin sauf Messi qui reste devant. T'as ta ligne de 4, ta ligne de 5, et puis t'attends que ça passe. Et tu peux le faire si t'es vraiment très orienté individuel en fait. Mais oui, ils le sont pas. Et puis en plus, faut que tu sois orienté individuel et que t'aies des joueurs qui défensivement soient capables de prendre le dessus dans les duels justement, et de récupérer les ballons et de sortir vite sur les temps de passe. Mais quand t'as Busquets, Pedri et Messi, voilà, c'est forcément compliqué et c'est pour ça que ce match-là, en effet, j'ai pas trouvé qu'on était sur des sommets d'intensité, alors pas du tout. D'ailleurs, Christophe a évoqué le nombre de kilomètres parcourus, ce qui ne fait pas tout parce qu'il faut les courses à haute intensité évidemment, mais quand tu sais que en effet ça court souvent à 110, 111 dans les gros matchs. Et si ça se trouve, on verra à la fin des huitièmes de finale. Mais je ne serais pas surpris que ce Barça PSG soit un des huitièmes où ça aura le moins couru. Je sais pas d'ailleurs où Leipzig Liverpool s'est terminé. Je vais regarder ça. Donc continue un petit peu ton développement. Ouais, ça serait intéressant de le trouver. Mais non, j'ai pas trouvé ce match très intense. Tendu, comme vous le disiez, et comme va le dire Raphaël, je pense, maintenant. Mais je vois pas l'intensité. Après, ça veut pas dire que c'était un match inintéressant ou de faible niveau, parce que techniquement, il y avait des choses intéressantes des deux côtés, particulièrement, évidemment, côté parisien, on l'a déjà évoqué. Mais je dirais pas que l'intensité était le maître mot de ce match. Pas du tout. Non, loin de là, même. Je pense je pense que c'est une petite confusion entre l'intensité et la tension. C'est-à-dire qu'il y avait de la tension, il y avait de la tension tactique parce que tu sentais que une équipe savait ce qu'elle voulait faire, qu'elle y arrivait et que l'autre équipe ne savait pas comment s'en sortir. Et d'ailleurs, ça discutait beaucoup entre les joueurs du Barça pour essayer de trouver une solution ou de changer l'approche. Et il y a un chiffre qui, je pense, retranscrit bien le fait que comme ça n'a pas beaucoup embêté le porteur et pas beaucoup pressé haut, c'était difficile de trouver de l'intensité. Il y en avait un peu en fait quand les deux équipes se retrouvaient en bloc médian et essayaient de casser les lignes. Mais elles le faisaient de manière irrégulière, donc il n'y avait pas une intensité folle, mais c'est le pourcentage de passes réussies. Il est à 90% côté Barça, parce qu'il y a eu beaucoup de passes dans des zones non dangereuses. Il est à 88 côté parisien.
Et tu vois, c'est alors que tu te dis en plus sur la deuxième période où il y a un peu plus de transition que ça va y avoir des échecs, il va y avoir des actions où ça va aller d'un but à l'autre, et ça n'a pas été le cas parce que déjà beaucoup de transitions ont été réussies, notamment côté parisien, et du coup il n'y avait pas beaucoup de pertes de balles. Et parce que côté Barça, ça circulait très tranquillement jusqu'à ce que ça finisse par être bloqué dans un côté du terrain parce qu'il n'y avait pas il y avait pas d'idée sur comment changer de rythme surtout. Et c'est pour ça je pense que l'intensité a été vraiment confondue avec déjà un saut de qualité technique par rapport à ce qu'on voit quand même d'habitude, notamment de la part des joueurs parisiens, parce que Marquinhos, même Florenzi techniquement ont été très propres, Paredes, Verratti aussi, Mbappé a été très bien dans ce domaine-là. Et Keane et Icardi se sont plutôt bien défendus. Icardi a été très bien dans ses déviations. Mais voilà, s'il y a de l'intensité, je la vois surtout côté parisienne dans ce qu'ils ont fait avec le ballon. Mais sur les autres phases de jeu, c'est-à-dire Paris sans ballon, Barça avec ballon, Barça sans ballon, je suis pas convaincu par cette idée d'intensité. Et pourtant, des gens qu'on aime beaucoup et qui sont pas moins bons que nous, et même au contraire pour certains, l'ont vu. Donc je sais pas trop en fait quoi penser de cette divergence d'opinion. J'ai les chiffres, sinon, on va faire. Donc, déjà, donner les chiffres précis sur ce match-là, c'est 102, alors quasiment 103 pour Barcelone et 104 pour Paris. Ou en plus, alors là, on s'est rendu compte que ça allait un petit peu plus vite en seconde qu'en première période. Et c'est vrai qu'en première, Barcelone est à 49 et Paris à 50. Et ça monte à 53 et 54 en seconde période. Donc les chiffres de la première mi-temps sont quand même extrêmement faibles. C'est-à-dire quasiment personne n'est sous les 100, quoi. En Europe, même les petites équipes. D'ailleurs, certaines petites équipes type Bielefeld explosent les compteurs chaque semaine. Donc voilà. Et si on compare avec Leipzig-Liverpool, donc encore une fois, je répète, les deux là sont sous les 105. C'est 112 pour Leipzig. Non, c'est même plus, c'est 118 pardon pour Leipzig ou non 116. Je suis désolé, je refais. C'est 116 pour Leipzig et 114 pour Liverpool parce qu'il y a plein de colonnes, il y a les moyennes, les records de la saison, etc. Donc voilà. Et pareil pour les pourcentages de passes réussies. Tu disais qu'en gros les deux équipes étaient à 90%. Raphaël sur le match Leipzig-Liverpool. Donc 78% pour Leipzig, 83% pour Liverpool. Et enfin pour rapidement conclure, parce qu'on peut se dire oui, Barcelone n'est pas une équipe ultra intense, ce qui est vrai. Là les 102 sont sous la moyenne de la saison qui est à 108 et le record de la saison donc à chaque fois en Champions League qui est à 112. Donc c'est-à-dire que autant Paris est légèrement au-dessus de sa moyenne qui est de 102 mais n'a pas fait son record de la saison, autant voilà, t'es même pas en train d'exploser tes records d'octobre ou de novembre. Et pour appuyer le propos sur les pourcentages de passes réussies, on va pouvoir reparler de nos affrontements favoris de l'époque Bundesliga début des années 2010 entre le Dortmund de Klopp et le Leverkusen de Schmidt, qui à l'époque était sans doute parmi les deux équipes les plus intenses en Europe, et où l'image finissait à 55% de passes réussies des deux côtés. Parce que les mecs se rentraient tellement dedans et se chassaient tellement sur le terrain que franchement c'était ignoble. Et je sais qu'on en parle une fois par an, mais on avait vu des matchs, Christophe, à l'époque où on écrivait les cartons notamment. Je crois qu'on avait écrit là-dessus en disant ouais ok, on arrive vraiment à un point d'intensité de pressing où c'est fascinant, mais c'est pas beau en fait, c'est trop. D'ailleurs ça s'est calmé un peu depuis cette époque. Je pense que le foot a atteint un pic à cette époque-là de pressing d'intensité et c'est redescendu un peu, et notamment avec le Covid. Et puis c'est vrai que j'ai souvenir aussi de matchs Pochettino, Guardiola sur les Tottenham City où pareil, ça a essayé de relancer sous pression face à du marquage individuel et du pressing de barbare. Et en gros, tu disais, si on arrive à en sortir, on a une énorme occasion, 50 mètres exploité, un 3 contre 3, sauf que jamais personne n'arrivait à en sortir. Du coup, ça donnait des configurations de matchs assez particulières. Là, moi, après c'est assez personnel, mais je trouve que ça me manquait quand même d'intensité pour mon plaisir perso. L'habitude de voir sans doute des matchs de Bundesliga, notamment Leverkusen, qui court énormément, etc. Mais alors, je vais pas dire que je me suis ennuyé, mais la première période, je trouvais ça extrêmement mou. Et ça me ramenait plus dans le football du début des années 2000, qui m'intéressait un petit peu moins. Bon, c'est encore une fois... Après, moi, j'ai trouvé ça plutôt plaisant quand même. Déjà parce qu'on a vu un PSG collectivement fort, ce qui est assez rare pour être apprécié quand ça arrive, et parce qu'il y avait quand même des secteurs du jeu où la qualité des joueurs faisait qu'il y avait des trucs intéressants à voir. Enfin, c'est pas un match que j'ai... Peut-être que tu l'as trouvé mou, en effet, Christophe, je peux le comprendre, mais moi, je l'ai trouvé plutôt sympa. Parce que des choses à voir, parce que Verratti Paredes, parce qu'on a pu regarder quand même pas mal de choses sur comment le Barça voulait approcher le match et comment le PSG a en fait s'est complètement éloigné des mauvaises performances en championnat.
Enfin, c'était pas un match pourri, et notamment malgré le manque d'intensité. Parfois, c'est tellement devenu la valeur refuge que l'on parle tout le temps d'intensité, mais il peut y avoir des bons matchs sans ça. Notons la question de Pipige qui nous demande si le PSG doit jouer sans Neymar pour espérer gagner la Ligue des Champions et qui ensuite nous dit que c'est une question provocante juste pour qu'on dise son pseudo à l'antenne. Donc voilà, c'est un bon move. C'est bien joué. Autre question que j'ai bien aimée, qu'on vient de recevoir de Aki Potter. L'entrée de Draxler, changement tactique ou chambrage. Et n'empêche que Draxler joue très bien la fixation sur le dernier but, Florent, ce qu'on peut quand même noter. Et même au-delà de la fixation, au début, c'est lui qui sort de la pression, parce qu'en fait, j'ai revu l'action là, elle tourne sur Twitter, donc je l'ai vu passer. Et donc, il récupère la balle à l'entrée de la surface. Je crois qu'il prend la pression de je ne sais pas qui, mais il prend la pression d'un milieu du Barça juste à l'entrée de la surface. Il va l'éliminer d'un grand pont, un grand pont qui est une passe. Ensuite, il récupère après un relais de Mbappé et de Danilo, je crois, et ensuite il va faire sa fixation qui est parfaite. Et en effet, comme tu l'as dit, il a très bien vu la petite séquence de Julien Maumont et de Mathieu Bonnemer sur comment mener les 2 contre 1 ou les 3 contre 2, et il a parfaitement appliqué les recommandations du BOD. Absolument. Mais c'est vrai qu'en plus, bon, au-delà de la vanne, enfin, si vraiment il y a un changement, même un double changement, parce que c'est des deux côtés, mais où tu te dis est-ce qu'on est vraiment en Ligue des Champions avec ces deux équipes-là, c'est les entrées simultanées de Danilo et de Braithwaite. Alors Braithwaite un peu plus scandaleux que Danilo, parce que Danilo il y a encore 1 ou 2 ans, enfin voilà, je pense aussi qu'il est pas dans la meilleure passe de sa carrière. On aurait peut-être moins tilté, mais c'est vrai que là-dessus c'était un petit peu amusant. D'ailleurs, je sais plus qui nous demandait si Toulouse serait aussi bien classé en Ligue 2 avec Braithwaite dans son effectif actuellement. On a des très bonnes questions là. On nous demande aussi. C'est qui? Je ne sais plus qui c'est. C'est Abdou qui nous demandait s'il fallait supprimer le Barça. Alors peut-être pas, mais Raphaël, si tu avais un bouton reset où on pouvait changer pas mal de choses, je pense que tu appuierais dessus. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux échecs répétés, aux échecs violents qu'ils ont en Ligue des Champions. Et c'est ce que disait un ami, notre ami Yanis, qui nous a accompagnés dans certaines aventures, notamment à Ibiza. Mais enfin, à un moment, quand il y a autant d'échecs violents en Ligue des Champions et t'es retentissant parce que t'es vraiment à des années-lumière de ce qui est demandé sur le plan collectif, est-ce que ça te fait pas réfléchir à comment tu construis ton effectif et ton club? Mais bon, après, les dirigeants du Barça qui sont en place, mais plus pour très longtemps, je suis pas sûr que ça a été leur mission principale pendant longtemps. Enfin, en tout cas, que c'était leur priorité. Mais voilà, je pense que vraiment, c'est un club qui a pris des années de retard sur d'autres. On peut parler du Bayern, dernier champion en titre. Mais le Bayern ne construit pas du tout de la même façon son effectif. Et ça se voit dans ce que produisent les deux équipes. C'est vraiment, vraiment assez gênant pour le Barça ce qui arrive depuis quelques années. Si j'étais supporter du Barça, je pense que c'est très compliqué parce que tu as été tellement habitué à des choses exceptionnelles au début des années 2010 qu'aujourd'hui tu ne vois plus rien en fait. Tu vois des joueurs, mais en termes de jeu, dès que tu arrives sur un certain niveau de compétition, tu te rends compte que tu es en retard honnêtement de 15-20 ans hein, dans ce que propose le Barça collectivement, notamment sans ballon. Il n'y a rien qui te montre que tu es en 2020 ou 2021 même. Et puis même les joueurs. Moi j'aime beaucoup Pedri, mais c'est peut-être un tout petit peu haut pour lui actuellement. Mais sinon, voir Messi comme ça, alors il est pas forcément aidé, hein, mais ça rend un petit peu triste. Je vais éviter de parler de Dembélé qui m'a beaucoup énervé, mais parce que c'est pas tant lui, le joueur en tant que tel, c'est juste qu'à partir du moment où il y a le duel ailier-latéral, que l'ailier laisse monter le latéral sans forcément le suivre, il y a un moment où de l'autre côté tu dois le rentabiliser. Et autant à Ronaldo, quand il jouait sur le côté, rentabiliser à chaque fois, laisser l'ailier, enfin le latéral déborder, mais il profitait de son absence pour ensuite sanctionner derrière. Autant Dembélé, non seulement il a pas sanctionné, il a pas, quand il voyait qu'il passait pas sur l'un contre un, ça le faisait pas beaucoup plus revenir, même si en seconde période il le fait un petit peu plus. Et puis il y a un problème, mais qui est un peu un running gag de cette émission dans sa qualité de frappe, qui est toujours un petit peu décevant, qui fait que même quand il gagne son 1 contre 1, quand il élimine, il y a un petit côté Adama Traoré, où Adama Traoré c'est plus par le centre, mais Dembélé par la frappe. Mais ce sont des joueurs assez frustrants en fait, où ça commence bien et puis à chaque fois t'as la déception en cours de route quoi. Non mais il est aussi impressionnant dans sa manière de conduire avec les deux pieds que frustrant dans le côté ambidextre sur la frappe, qui en fait est un ambidextre très moyen parce qu'il frappe bien d'aucun des deux pieds. Quand je dis il frappe bien d'aucun des deux pieds, c'est pour le niveau Ligue des Champions 8e de finale. Il frappe contre moi dans les buts, je pense qu'il marque à chaque fois.
s'il cadre, enfin je veux dire. Mais il y a Peut-être quand même pas sur le tir qui rate, là, sur l'opportunité de 2-0 sur la passe de Messi. Je pense que celle-là, tu peux la sortir. Mais sinon, oui, objectivement, il est quand Je même... te rappelle que je ne peux actuellement pas aller au sol parce que j'ai un seul genou. Donc Oui, effectivement. D'ailleurs, on pense à ton ménisque et à cette terrible rechute. Oui, c'est assez... Je sais pas, bon après, bon, peu importe, je manquerai pas au football. Mais enfin oui, il y a une technique de frappe qui est vraiment absente. J'allais dire particulière, mais absente. C'est-à-dire que son ballon a tendance à se lever très souvent. Et quand il est au sol, à rarement être appuyé. Et j'ai l'impression qu'il est tellement fort des deux pieds qu'il n'y en a aucun des deux avec lequel il a le geste de frappe naturellement. Je sais pas, il n'y a pas de théorie scientifique derrière, mais pied droit, tu vois, aujourd'hui il en fait une pied gauche toute molle, dans un espace un peu fermé où il essaie de viser petit filet, et quelques minutes plus tard il en fait une pied droit forte qui décolle. Et j'ai l'impression que ses frappes décollent très souvent. Et enfin... C'est étonnant de voir un mec aussi doué dans certains domaines techniquement et autant lacunaire dans d'autres. Et sans énorme progression depuis quelques années, malheureusement. Même si les blessures, ça doit pas aider. En fait, quand tu vois ça, tu te dis comment il a pu faire des saisons à 15-20 buts à Rennes et Dortmund dans le geste de frappe. Plutôt efficace en plus. Enfin, dans mon souvenir, il avait pas non plus besoin de milliards d'occasions. Après, il était meilleur pour déborder, centrer. Notamment pour Aubameyang, où il a pas mal gonflé les stats d'Aubameyang, que pour finir. Mais c'est vrai qu'à Rennes, je me souviens, il traversait le terrain, mais il finissait bien. Alors après, c'était peut-être pas le même type de frappe. Peut-être plus du 1 contre 1, où tu peux fixer que, en gros, je m'ouvre l'espace et je dois enchaîner, quoi. Je ne sais pas. Après 15-20 buts, faut pas exagérer. Oui, non, il les a jamais atteints. Il est à 12 buts en championnat sur sa première saison avec Rennes en 26 matchs. Oui, je pensais à cette saison-là, mais c'est vrai que depuis, il a jamais dépassé 8 en championnat. Alors que pourtant il surperforme sur ses XG, donc je sais pas en fait. Enfin, il est pas. Tu vois, par exemple, la saison de Barcelone 2018-2019 où il fait 1700 minutes, il a 4,2 XG et 8 buts. Donc je sais pas. Les statistiques ne disent pas tout par rapport à l'impression visuelle, mais j'aurais pensé ça très différent. Après, il a pas d'énormes positions de tir. C'est pas des positions de tir extrêmement rentables. Mais souvent angle fermé de toute façon. Ouais, souvent angle fermé en plus. Mais je sais pas, il y a vraiment un truc avec sa technique de frappe, je pense, à analyser. Florent, je sais pas si t'as envie de réagir, j'ai eu quelques commentaires sur Ter Stegen. Ah, c'est vrai que sur ses sorties, ça a été compliqué. Il a 2 dégagements au pied où où ça part dans l'autre sens. Où c'est très très laborieux, ouais. C'est devant Mbappé au tout début de match. Et je crois que c'est Icardi qui est pas loin aussi sur une autre. Je sais que c'est une passe en retrait et qu'il veut pas la prendre à la main du coup, mais je sais plus qui menace. Je sais plus non plus. Après, ça pourrait être Icardi là, vu la situation que tu décris. Mais après, sur sa ligne, malgré tout, c'est ça qui est terrible, c'est que il fait un gros arrêt devant Keane, je crois. Ouais, c'est Keane le tir dévié par Alba là qui monte et il monte sa main. Et il fait un bel arrêt devant Kurzawa aussi en première mi-temps. Sur l'action, tu sais, où il y a un long ballon de Mbappé que Mbappé nettoie, remet vers Kurzawa qui rentre intérieur dans la surface, frappe croisée, qui part vers le petit filet sur la gauche de Ter Stegen et Ter Stegen se détend bien pour la sortir. Alors je sais que c'est un peu un joueur visé en ce moment par les Catalans et les supporters du Barça sur certaines rencontres. Mais c'est vrai que ce soir, il aurait pu filer un but de casquette avec son dégagement raté dès la première minute de jeu et ça les aurait mis dans un fauteuil pour l'arroser. Mais derrière, malgré tout, j'ai l'impression qu'il maintient quand même un peu le Barça dans le match sur certains arrêts. Après, oui, c'est sûr que si tu fais la moyenne de sa saison, c'est peut-être aussi un autre joueur qui est sur sa pire saison depuis qu'il est à Barcelone, parce que t'as vu pas mal de matchs du Barça sur les années précédentes et pendant une certaine période, notamment sous Valverde, il y avait 2 joueurs qui tenaient le Barça à bout de bras, c'était Messi devant et Ter Stegen derrière, et aujourd'hui ça n'a plus l'air d'être du tout le cas. Mais tu sais à quoi il me fait penser? Alors non, tu ne sais pas, et puis même si j'essaie de te faire deviner, tu ne pourrais absolument pas trouver, mais il me rappelle ces voitures qui, genre sur des routes limitées à 90 km/h, roulent genre à 78-80. C'est-à-dire que derrière, tu t'énerves parce que ça roule pas suffisamment vite, et tu veux doubler, mais si tu veux vraiment les doubler et pas prendre 15 km pour passer devant, t'es obligé de faire un excès de vitesse. Si vraiment tu respectes. Donc c'est des espèces de vitesses intermédiaires qui sont assez bâtardes, et ça me fait un peu penser à ça, son niveau, c'est-à-dire qu'il est pas suffisamment mauvais pour que tu tournes la page,
mais il est suffisamment bon pour que tu te dises bon bah il est quand même, enfin on n'a pas mieux, ça reste quand même l'un de, je sais pas, des 10 meilleurs gardiens du monde. Donc c'est difficile en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de légitimité à dire bon bah Ter Stegen terminé, on prend quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui était une valeur sûre au très très haut niveau, je me souviens même qu'on était beaucoup à s'étonner que Neuer reste titulaire en sélection il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, et que notamment avec sa blessure, etc., et que Ter Stegen ne prenne pas cette place-là. Disons, c'est pas ça le problème du Barça, mais t'as même plus lui, si tu veux, pour masquer un petit peu, quoi. Donc si t'as ni Messi pour masquer offensivement, ni Ter Stegen pour masquer dans le but, bah au final une défaite où t'aurais peut-être pu avoir un 2-2 ou une défaite 3-2, quelque chose comme ça sur un soir pareil, bah tu prends 4-1, et comme nous disait Raphaël, alors je sais pas à quel point il vannait, mais avant l'enregistrement, s'il y a Bernat, il y a 8-1. Raphaël, peux-tu t'expliquer sur ses propos? En fait, j'ai dit, je crois qu'il y avait, je le dis à 1-1 ou 2-1, Oui. et je dis, mais s'il y a, parce que Kurzawa arrêtait pas de perdre des ballons sous pression à ce moment-là. Et quand le PSG essayait d'avancer, à chaque fois qu'il jouait sur Kurzawa, ça devenait un peu compliqué. Alors qu'il est quand même important sur le premier but du PSG. Et donc à ce moment-là, je dis, bah s'il y a Bernat, il y a 4-1. Bon, au final, il y a 4-1. Donc derrière, je dis, s'il y a Bernat, il y a 8-1. C'est parce que techniquement, il aurait apporté tellement à ce PSG-là. Surtout dans ce côté où le Barça était très faible parce que Dembélé, comme vous l'avez dit, défendait pas beaucoup et que Dest était déjà bien occupé par Mbappé. Que je pense que Bernat aurait pu débouler régulièrement. Et avec sa variété, sa finesse technique, aurait pu apporter plus que Kurzawa l'a fait. Donc oui, c'était surtout pour dire ça, mais au final, ça a quand même suffi, avec le nombre d'absents que t'as côté parisien, les problèmes collectifs et individuels que t'as, de mettre 4-1, et ça aurait pu être plus lourd en plus. Hein. Alors je crois que les XG, le Barça est pas si mal. Ouais, il y a 1,70, bon il y a le penalty, donc t'as 1 on va dire. Et... À 2,11 je crois, ou quelque chose comme ça, il me semble, pour le... Alors, le pour le 2,11 c'est juste pour Mbappé. J'ai vu passer, c'est juste pour Mbappé, et en fait c'est 3,13 ou 3,20 le PSG. Vraie question, est-ce que le Griezmann, il est pris en compte et comment? Tu vois? S'il contre, mais la balle repart, est-ce que c'est considéré comme un tir ou pas? C'est une situation qui normalement n'est pas censée exister. Oui, ah bah ça doit... Je pense que c'est pris en compte quand même. Je sais pas, parce que techniquement, tu rediriges la balle, mais tu ne tires pas, en fait, véritablement, je sais pas trop. Faudrait regarder un peu l'évolution, mais je ne sais pas. Je pense que, tu sais quoi, on va sur WhoScored, est-ce que, là, par exemple, Griezmann, c'est considéré comme un tir? Si on regarde sur la fiche WhoScored du match, tu regardes la minute exacte. Tu regardes je regarde les minutes du match, les chalkboards, les cartes de chaque joueur. Alors, sur Griezmann, ce n'est pas considéré comme un tir, non. Ah ouais, d'accord. Griezmann termine à 3 tirs, et à la 13e, à la 36e et à la 59e minute. Par contre, il y a son bloc à la 81e, donc c'est compté comme un contre en fait. Voilà. C'est le mouton de beau. Bah, il est très fan de NBA, donc ça lui plaît. Oui, donc ça lui, ouais, il termine le match avec 3 blocs quand même, hein, Griezmann. Pas mal. Ça, sur les traces de Rudy Gobert. Plus fan de NBA que de moi, puisqu'il y avait un but sur contre de corner qu'il n'a pas mis. Oui. Alors qu'il y avait une opportunité en or de continuer sur la lancée, parce que là la lancée sur la journée de Ligue 1 était pas mal, les spéciales pour me faire plaisir étaient au rendez-vous. Florent, est-ce qu'on a des choses à rajouter sur ce match? Parce qu'il y a des individualités dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot du retour, parce que mine de rien, la dernière fois qu'il y a eu un écart assez net en faveur du PSG, ça s'était pas bien passé au retour. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'il y a aucun signe qui peut indiquer un retournement de situation dans, je ne sais pas, je crois que c'est 2 semaines. Ouais, peut-être un peu plus d'ailleurs. 3, parce que 3, ouais. Très étalé, ouais. 3 peut-être. C'est le 10 mars. Ah bon, ouais, donc c'est ça. 3 semaines, ouais, du coup. Oui, disons que il faudrait beaucoup de nouveaux ingrédients côté barcelonais et que le PSG en perde pas mal. Donc, ça risque d'être assez compliqué. À voir si le PSG récupère Neymar d'ici le match retour. Est-ce que le PSG a vraiment besoin de récupérer Neymar d'ici le match retour? C'est peut-être une question qu'ils vont aussi se poser. Il faut mieux le laisser au repos, je pense. Hein, ouais, par exemple. Jusqu'à juin, par exemple. Mais non, après, l'avantage pour toi, Christophe, c'est que bon, d'un autre côté, il y a 2-0 Liverpool dans l'autre match, mais tu vois, avec un tel score, on aurait pu faire un spécial Liverpool-Leipzig dans 3 semaines et éviter de revoir le PSG. Mais là, bon, c'est vrai que vu les deux résultats, c'est vrai que le vu du banc,
post-match retour de cette soirée-là de Ligue des Champions sera pas forcément un des vues du banc les plus à suspense a priori. Voilà. Et ne me lance pas sur Leipzig, je suis encore très énervé des 2 buts encaissés. Alors j'ai pas vu le match et on verra si je le revois, parce que forcément j'ai pas vu le match, là il est minuit donc on enregistre à chaud du premier, on n'a pas vu les 2 en parallèle. Mais je verrai si je regarde ce match demain pour en parler dans l'épisode de jeudi soir, ou si je fais l'impasse, mais en tout cas je suis très énervé. Raphaël, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que nous passions au pari ? Non, j'étais en train de relire mes notes et je pense qu'on a été complet. Juste, je finirai par un mot un peu plus passionné qu'analytique, parce qu'on a tendance à être très factuel dans Vue du banc et vraiment dans l'analyse, que en tant qu'ancien supporter parisien, je vais continuer à dire ancien, pour pas retomber dans cette folie, ça fait plaisir de revoir une performance collective de cette équipe en Ligue des Champions. Vraiment. Et alors, je dis pas que d'un coup j'ai eu les papillons dans le ventre et que j'ai été ému, mais c'est toujours plus facile de soutenir et de vibrer pour une équipe quand elle cherche à faire des choses ensemble. C'est quand même le principe du football et des sports collectifs en général. Donc quand il y a quelque chose de collectif qui se dégage d'une équipe, ça fait plaisir. Et le fait de voir ça, après des performances en championnat très très moyennes et qui franchement donnaient pas envie d'allumer sa télé, c'était agréable. La dernière fois que j'ai ressenti ça, après il y a eu ce qui s'est passé il y a en 2017. Et je me souviens de mon état quand on a enregistré où j'étais très tendu. Donc j'espère que ce sera pas le cas là. Mais voilà, juste pour... on a bien tapé sur le PSG dans Vue du banc depuis quelques années, mais comme la plupart des gens, je pense, et à raison, même si on n'est pas là pour taper sur les équipes, mais pour dire ce qu'on en pense. Mais là, franchement, je sais que ça, sur l'intensité, on est d'accord, c'était pas fou. Mais je sais pas, j'attends d'avoir la confirmation de Flo ou pas. Mais je trouve que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le PSG aussi cohérent en Ligue des Champions. Mais en fait, juste pour compléter sur la question de l'intensité, à partir du moment où l'adversaire n'en met pas, oui, et le Barça n'allait pas en mettre, si t'es capable d'être dangereux sans mettre d'intensité, c'est-à-dire sans être dépendant des récupérations de balles ou des transitions, est-ce que t'as vraiment besoin de mettre de l'intensité ? Pas forcément. Oui, Par contre, au tour suivant, si tu croises du Liverpool, si tu croises une équipe comme ça, même si Liverpool est moins capable de mettre de l'intensité que sur les saisons précédentes, mais voilà, à partir du moment où tu affrontes le Barça et que tu décides de les affronter, entre guillemets, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, sur demi-terrain, et que t'es meilleur que le Barça sur demi-terrain, bah t'as pas besoin de courir beaucoup plus que lui, quoi. Et d'ailleurs, ça a suffi ce soir. Je pense que ça résume assez bien la situation. Un très bon match du PSG, sans avoir à beaucoup s'employer, et un PSG supérieur sur les clés de ce match-là, qui n'étaient pas en effet l'intensité. 2 petits mots pour conclure. Le premier, répondre à une question de Malsain qui nous dit: quelle équipe le Barça aurait pu battre en 8e de finale? Ils sont faibles. Porto, je pense. Le reste, j'ai des doutes si les adversaires sont à leur meilleur niveau. Dortmund, ils sont quand même très moyens. Oui, Dortmund est très moyen, mais je pense que face à cette équipe-là, Erling Haaland peut marquer 5 buts. Mais je suis d'accord que Dortmund est extrêmement moyen. Ça... Et après, sur les transitions, le Sancho aurait pu faire mal aussi, peut-être. Même si c'est pas le Sancho d'il y a quelques mois, voire années déjà. Mais je pense que par exemple... Je regarde les autres équipes. Séville, on a vu sur la confrontation que c'était compliqué. La Juve, ils s'étaient rencontrés sur la phase de poule déjà et ça avait fait 2-0 au Barça, 3-0 Juve, je crois. Atlético certainement pas. La Lazio, j'aurais bien aimé voir Lazio Barça. Je pense qu'il se serait fait trucider par la Lazio. Je pense que ça m'aurait rendu curieux. Ça aurait été très rigolo. Et qu'est-ce qui reste encore? L'Atalanta. Gladbach-Atalanta en équipe qui ne soit pas beaucoup trop forte. Ouais. Gladbach aurait pu faire peut-être un match digne, alors sans forcément les qualités individuelles du PSG, mais et sans forcément le niveau de Mbappé, mais un Marcus Thuram aurait pu mettre Dest aussi dans une certaine difficulté. Pas à ce point-là quand même, hein, mais je pense qu'il aurait pu faire mal lui aussi, par exemple. Et notons, pour conclure, ce mot de Raphaël: le PSG a plus de calcium que le Barça. Voilà. Alors ça, c'est des trucs qui sont pas censés sortir de la conversation, mais quand Florent a cité les chiffres tout à l'heure de duel, de dribble, de récupération, etc., bah ça m'a confirmé un peu ça. Alors que pourtant il y a des joueurs fabuleux du côté du Barça, mais à un moment, disons que ils ont des joueurs qui sur 5-10 mètres aujourd'hui
sont incapables de se mettre au niveau du football actuel. C'est-à-dire que, et je l'entends quand tu as le ballon tout le temps, mais aujourd'hui, le Barça n'est pas assez fort collectivement pour le faire. Et Dest, c'est encore très 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 léger pour ce niveau de compétition sur le plan défensif. Piqué, ça a jamais été le plus costaud, et puis là il revient de je ne sais combien de temps de blessures qui en plus sont hyper répétées. L'anglais, c'est le même profil. Jordi Alba peut se défendre un peu mieux. Pedri, c'est encore très très jeune d'ailleurs. J'espère qu'il va pas se muscler comme toute cette génération, mais il est encore super fin. Et sur les duels, ça peut un peu exploser, même sur les transitions. Busquets, c'est Busquets, il a toujours été comme ça. De Jong, la perte de balle où même Mbappé fait un sprint de 10 mètres pour passer devant lui, récupère le ballon et De Jong baisse la tête et se replace. Je pense que c'est un peu symbolique de cet aspect-là qui est encore à améliorer. Et puis après, devant, t'as un premier rideau qui bosse pas. Donc ouais, disons que quand tu vois le Bayern qui a été champion d'Europe quelques mois plus tôt, tu te dis, qu'est-ce que vous faites dans cette compétition, les gars? Vous avez pas lu l'affiche? Vous avez pas vu le mode d'emploi ils ont pris 8-2 contre le Bayern. Oui, voilà, c'est vrai, j'avais oublié. Mais voilà, donc ça n'a pas changé en quelques mois. Merci Raphaël pour ces jolis mots de conclusion. On passe au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris, où je commence avec toi à nouveau Raphaël, parce que je n'ai pas compris les paris de Florent qui m'a envoyé des screenshots d'une dizaine de paris en me disant qu'il allait piocher dedans. Donc je ne sais pas s'il a eu le temps de réfléchir pendant cet épisode. Donc dans le doute, je vais d'abord commencer avec toi, puis je prendrai des nouvelles de lui ensuite. Alors toi, il y a notamment un Séville Dortmund. Oui, alors je tiens à signaler, parce que ça n'arrive que très rarement, arrive, je suis pas russe, ça n'arrive que très rarement, que j'ai passé un pari la dernière fois. Ah, tu nous en as même pas parlé, c'était quoi? La victoire de Leicester contre Liverpool. L'idée c'était soit Liverpool sort avec un point et je suis content, soit je passe un pari et je suis content. Bon, j'étais pas content, mais j'ai quand même passé un pari. Et l'autre c'était la victoire de Metz contre Strasbourg, qui a foiré par contre, malgré l'ouverture du score messine. Mais je crois qu'on nous avait répondu par contre sur les derbies, dans quel sens ça marchait, je me rappelle plus, mais il y avait vraiment un derby plus important que les autres. Ouais, Metz-Nancy, ce qui est assez conforme, et qu'ensuite c'était Metz-Strasbourg, et enfin Nancy-Strasbourg, qui n'a pas de réelle existence légale parmi les derbies. Mais ça reste donc quand même un joli derby. Vu la dynamique de Nancy, ça risque d'arriver plus en Coupe de France qu'en championnat. Le Metz-Nancy, vu comment c'est parti, Nancy est plus proche du national que de la Ligue 1. Et ça fait quelques années que ça dure, donc voilà pour les derbies. Donc je vais essayer de poursuivre sur je vais pas appeler ça une lancée, mais sur ce cas ponctuel de paris réussi, avec la Ligue des Champions de demain soir, qu'on analysera peut-être pas, je ne sais pas, on verra dans l'épisode de jeudi, selon ce que fait Lille. Séville Dortmund, je pars sur un match où il va y avoir des joueurs provocateurs des deux côtés, donc on a déjà parlé de Sancho, il y a Haaland qui peut faire mal, il y a Ocampos de l'autre côté. Il y a Koundé. Il y a Koundé qui est désormais Koundé, en fait, il joue comme un central de Sheffield United l'an dernier, mais à Séville. C'est le même délire. Donc je me dis qu'il y aura un penalty et qu'il sera marqué. Donc j'espère que ça ira de ce côté-là. Et c'est à 3. La cote est à 3. Et vu que la VAR intervient beaucoup sur les matchs de Ligue des Champions et sanctionne assez durement, je pense que je pense que si tu paries sur tous les matchs éliminatoires de Ligue des Champions qu'un penalty sera sifflé et marqué, ça se trouve tu sors gagnant en fait. Faudrait vérifier, faudrait faire l'expérience sur tous les 8e, quart, demi et finale là. Peut-être que je vais faire ça si j'ai rien à faire. Mais voilà, c'est à 3, ça ne donne du coup aucune indication sur quelle équipe aura un penalty et laquelle va le marquer. Mais voilà, 3 pour ce premier pari. Florent, alors il y a du Young Boys Leverkusen, du Maccabi Tel Aviv Shakhtar et du Real Sociedad Manchester. Qu'est-ce que tu prends parmi ces trois-là? Alors qu'est-ce que je prends parmi ces trois-là? Je vais commencer pour te faire plaisir, par le Young Boys Leverkusen. Puisqu'après en fait j'hésitais avec plein de paris buteurs en fait. Donc je vais partir sur mon pari qui n'est pas un pari buteur, c'est donc le match entre les Young Boys de Berne et Leverkusen, et c'est simplement pour jouer la victoire -1 de Leverkusen sur la pelouse des Young Boys. C'est plus une question de feeling qu'autre chose, c'est-à-dire que Leverkusen n'est pas forcément sur une grande série positive. Les Young Boys marchent plutôt bien, je crois qu'ils sont sur une belle série de victoires consécutives en championnat suisse. Le championnat. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est juste l'approche du Bayer Leverkusen, les soirs où ça tourne bien. D'ailleurs, l'OGC Nice l'avait vécu lors de
lors de la phase de poule, ça peut s'envoler très rapidement au niveau du tableau d'affichage. Et du coup, je table sur ça, tout simplement. Ils sont capables de ce genre de carton. Alors, je dis pas qu'ils vont mettre un carton, mais une victoire avec 2 buts d'écart me paraît quelque chose de jouable. De toute façon, sur les rencontres de Coupe d'Europe, je suis assez catastrophique. Mais disons que sur tous les matchs de ces 16e de finale de Ligue Europa, c'était celui qui m'inspirait le plus si je devais partir sur un succès -1, quoi. Voilà. Donc, je suis parti sur ce Bayer Leverkusen qui va gagner avec 2 buts d'écart au moins sur la pelouse des Young Boys de Berne. Et le Bayer qui a réussi à ne pas battre Mayence en menant 2-0 à la 88e ce week-end, ce qui est assez terrible. Mayence qui en plus avant-dernier, où il y a un très bon Moussania qui était d'ailleurs, ce qu'il faut signaler, qui marque pas mal de buts et qui là a fait une jolie passe décisive cachée alors que c'est un central. Raphaël, ton deuxième pari est un pari assez risqué sur le match entre Porto et la Juventus. Déjà j'ai failli bouder parce que cette méthode de couper les paris en deux là, de faire un ping-pong de paris, m'a surprise. M'a surpris même. Je suis encore un homme. Donc j'étais un peu perturbé. Non, Louis, Porto-Juve, qu'est-ce que je parie déjà ? Ah oui, Cristiano Ronaldo, 2 buts ou plus, à 7. Oui. Pourquoi ? Parce que Ronaldo n'en a jamais marre de marquer. Je crois qu'il est encore à 1 but par match ou mieux là cette saison. Je suis en train de vérifier ça, mais il est sur des bases encore folles. Donc il a 18 matchs de Serie A, dont une entrée en jeu, 16 buts, 3 passes D. Et en Ligue des Champions, il est à 4 matchs, 4 buts et une passe D. Donc il ralentit pas trop le rythme. Il a encore l'arme principale de la Juve. Il a toujours bien aimé marquer contre Porto, parce qu'en tant qu'ancien du Sporting, évidemment, c'est assez agréable. Et je me rappelle notamment de buts fameux à l'époque de Manchester contre Porto. Porto qui est pas la plus faible équipe des 8e de finale. Je pense. En tout cas, ils sont assez loin du Sporting, même très loin du Sporting en championnat. Ce qui, même si le Sporting fait une belle saison, donne un indice, parce que d'habitude, Porto termine ses saisons avec genre 2 nuls de défaite, quoi. Et Porto qui défend donc avec Pep, qui est toujours là, avec Chancel Mbemba, qui est toujours là, je vais faire la vanne, parce que je ne reconnais pas son âge, et des latéraux, Manafa, Sanoussi, qui vont pas être des mecs qui vont bloquer Cristiano, notamment sur coup de pied arrêté, qui je pense sera une arme importante. Je me dis aussi que s'il y a un penalty, comme c'est souvent le cas en Ligue des Champions, ce sera lui pour le tirer. Donc le 2 buts ou plus à 7 me paraît pas scandaleux, comme on a l'habitude de dire. À noter que Porto joue désormais Felipe Anderson. Voilà, pour tous ceux qui, comme moi, avaient perdu sa trace. Voilà des nouvelles de lui. Il n'est plus à West Ham. Choix de carrière discutable, et West Ham qui fait une belle saison. Florent, pour conclure avec toi, donc il y a les matchs que j'ai cités tout à l'heure que tu n'as pas encore pris, le Maccabi et la Real Sociedad, ou alors Brest-Lyon où tu m'as suggéré 4 buteurs différents, je crois, 3 ou 4. Ouais, du coup, je vais trancher, et en effet je vais partir sur Brest-Lyon, c'est le match de vendredi soir, le match de Ligue 1, pour jouer justement un buteur brestois, parce que Brest à domicile reste une équipe qui est capable d'embêter un peu tout le monde. Ils ont fait 0-0. Bon, ils ont fait 0-0. C'était à l'extérieur, c'était à Lille. Mais à domicile, ils ont très souvent marqué au moins une fois. Ils ont pas toujours gagné, mais ils ont toujours marqué. Ils sont sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça continue, 7, 8. Et ben, ils ont beaucoup marqué à domicile. Ils sont sur une série de 8 matchs d'affilée où ils vont marquer au moins un but à la maison. La dernière fois qu'ils n'avaient pas marqué à domicile, c'était face à Strasbourg, et c'était le 25 octobre dernier, lorsqu'ils étaient dans une très mauvaise passe avec 3 défaites consécutives, et ils s'étaient réveillés par la suite avec une belle victoire face à Lille. Je sais pas si tu t'en souviens, Christophe, mais ils avaient fait une grosse première mi-temps notamment. Absolument. Christophe Galtier en parle chaque semaine en disant qu'il met ses joueurs en garde pour ne pas refaire le même début de match que face à Brest. C'est vraiment son instant X des débuts de match ratés. Et face à Lyon, je me dis que, en plus, face à une équipe de Lyon qui manque quand même de régularité, à la fois d'un match à l'autre, mais aussi de constance, dans un match, je me dis que Brest peut au moins marquer un but. Et du coup, parmi les buteurs, j'avais retenu Cardona, j'avais retenu Honora, j'avais retenu Steve Mounier, et je vais partir sur un Steve Mounier buteur, je pense. Je te demande d'être sûr. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu es sûr ? Et je suis sûr. Steve Mounier buteur à 4,60. C'est toujours intéressant d'aller voir
quand il y a des petites équipes qui peuvent marquer face à beaucoup plus fort, les cotes deviennent souvent très intéressantes. Et du coup, la cote Steve Mounier 4,60. Je donne la cote des deux autres, si ça intéresse les gens. Cardona est à 4,60 aussi et Franck Honora est à 5. Donc, mais je me dis qu'un Mounier qui peut mettre une tête, tu sais, sur une mauvaise sortie d'Anthony Lopez, comme il avait pu le faire contre Montpellier le week-end dernier, pourquoi pas. Donc voilà, Steve Mounier buteur pour le Stade Brestois face à Lyon, c'est à 4,60. Et si vous êtes très joueur, vous pouvez jouer Jean Lucas qui est à 10, mais je suis pas sûr qu'il puisse jouer ce match de toute façon. Florent, petit quiz, combien de duels aériens gagnés par match par Steve Mounier? Je vais te dire... Moi, j'aurais dit moins que Thomas Souček. Eh ben, il en a plus. Souček est à 5,9, il est 5e, même si en volume, vu qu'il joue tous les matchs, il survole la première ligue avec, je crois, 50 de plus que le deuxième. Je te dirais 7,8. Il est à 6,8, deuxième en Europe, dans les 5 grands championnats, derrière Rossellou, notre habitué. Le fameux, toujours lui. Toujours premier de ça, qui est à 7,3. Et ensuite, il y a un certain Fabian Klos de Bielefeld, le premier qui est à 6,6. Et Oliver McBurney, qui est 4e avec 6. Donc, il y aura sans doute un très beau duel. Alors, je sais pas si ça se trouve, il est blessé ou suspendu, je n'ai pas suivi son cas. Mais, on pourrait avoir un beau duel Mounier-Marcelo, du coup, par exemple. Duel de poètes dans les airs. Voilà. À noter l'existence d'un humain appelé Kiefer Moore, qui joue à Cardiff, qui a 28 ans, donc en Championship, et qui a 11,1 duels aériens gagnés par match, et qui fait 1m96. Donc quand on combine cette taille et le style de jeu de Cardiff, c'est pas si étonnant, mais on est quand même sur des valeurs qui n'ont aucun sens, quoi. C'est quasiment le double de 99,9% des joueurs en Europe dans le 5 grands championnats. Donc voilà, on le salue s'il nous écoute. Merci messieurs, pas grand chose à rajouter je pense, puisque dans tous les cas on se retrouve jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi, donc hormis pour les Américains, les gens de ce continent-là, ou les gens qui se couchent très tard, ça sera vendredi. Pour les gens, Florent. C'est ça, oui. On parlera Ligue Europa avec le LOSC et peut-être un petit peu de Leipzig ou des matchs de demain, en gros. Ouais, c'est ça. On va faire un petit mélange Ligue Europa, Ligue des Champions en fonction de tous les matchs qu'on aura vus. Et ça sera un petit avant-goût du banquet de fin de semaine pour tous nos abonnés et nos copains renards. Puisque en fin de semaine, vous aurez... Après l'analyse de Barcelone-PSG à laquelle je vais m'atteler dans les heures qui viennent, vous aurez aussi à l'écrit un banquet tactique européen qui reprendra un petit peu tout ce qu'il fallait retenir, et du coup le podcast sera un peu un avant-goût de tout ça. Voilà. Ah oui, donc du coup c'est vrai que j'avais un peu oublié ça, donc je serai dans tous les cas obligé de voir Leipzig pour pouvoir écrire dessus, donc pas de souci, ça occupera mon mercredi matin ou après-midi, sans doute après-midi. Merci messieurs. Merci de m'avoir accompagné dans cette belle aventure. Rendez-vous jeudi pour la suite. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.